Bon fin de jeudi à tout le monde et bonne fin d'année à tous ceux qui ont encore pris le temps de se connecter ici sur ma plateforme. J'en suis très honoré, c'est un jour particulier. Il y en a qui sont avec leur famille, il y en a qui font la fête. Ce n'est pas vraiment le meilleur cadre pour se retrouver à parler politique, à parler actualité, à parler de tous ces sujets-là qui nous ont causé énormément de remous au cours de l'année 2020. Mais comme c'est en même temps le jour où nos leaders politiques respectifs se sont exprimés et qu'ils ont pris de leur temps pour justement édifier la population et faire le bilan de l'année 2020, non qu'ils ont justement désigné à certaines responsabilités, nous avons aussi l'obligation de nous exprimer dessus pour vous faire comprendre de manière plus détaillée le nœud de ce qu'ils ont dit, les principaux axes, ce que vous n'avez pas compris, c'est ça qu'on appelle décortiquer. Donc aujourd'hui, comme les nombreux autres leaders politiques du Cameroun, Maurice Kamto, le président du MRC, a justement fait une allocution où il s'est adressé à vous, où il a parlé aux Camerounais. Et comme j'ai pu le voir, en tout cas, je crois que les données ne trompent personne. On a été impressionné par un taux de connexion, mais énorme, sur Facebook, notamment sur les différentes plateformes où cela a été fait. Et je crois d'ailleurs que c'est actuellement relayé par plusieurs autres canaux. Donc l'intérêt, en tout cas pour sa sortie, était grand. L'intérêt pour justement son allocution et ce qu'il avait à dire aux Camerounais était énorme. Et c'est pour ça que je juge important de revenir dessus pour décrypter, voilà, expliquer ce qu'il a dit, établir le parallèle entre ce qu'il vous a dit aujourd'hui et ce que nous, les émercistes autour de lui, vous disons au quotidien, le parallèle entre ce qu'il a dit et les actions des uns et des autres au sein du directoire, le parallèle entre ce qu'il a dit et les nombreux articles que je vous ai écrits, vous allez voir que c'est un engrenage où tout est lié, vous allez voir que c'est un puzzle, vous allez voir que rien n'a été laissé au hasard. Maurice Kamto s'est donc exprimé aujourd'hui. À titre personnel, je suis très satisfait de ce discours. Il contient à peu près tout ce que j'attendais. Il contient à peu près tout ce qui est conforme à la vision qui est la mienne et tout ce qui m'a poussé à rallier le MRC justement. Je commence par dire que je n'ai pas écouté le discours de Paul Biya. Je n'avais pas le temps pour ce genre de choses. Je crois qu'à un moment donné, quand quelqu'un vous dit la même chose pendant 38 ans, même si vous n'avez pas encore 38 ans, à un moment donné, vous devez vous rendre service à vous-même et arrêter de vous perdre du temps. Je sais que c'était creux, je sais que c'était vaseux, je sais que c'était évasif, je sais qu'il n'a rien dit d'intéressant et je sais qu'il a dû s'activer 1000 fois à répéter le même discours collé en morceaux pour qu'on ait l'impression qu'il est en forme et qu'il tient debout. Le Cameroun est actuellement sans capitaine, le bateau n'a pas de navire et c'est exactement la raison pour laquelle le bateau est en train de couler. Donc aujourd'hui concrètement, nous allons parler de Maurice Kamto et nous allons nous arrêter à Maurice Kamto. Je vais donc venir en détail sur les différentes choses qu'il a dit sans transition. Maurice Kamto démarre son discours en dressant un portrait de l'année 2020 qui ne vous a pas échappé à vous aussi. Il a dit que c'était une année éprouvante dans le sillage des 2 années précédentes, notamment après la campagne 2018. On sait que c'est à partir de la fin de l'année 2018 que l'actualité a commencé à réellement bouillir et que le MRC a été déclaré ennemi public numéro un et que tous ceux qui soutiennent le MRC ont commencé à subir les sévices qu'ils subissent encore aujourd'hui. Donc 2020 pardon, n'a pas dérogé à la règle avec les problèmes que l'année apportait déjà sur le plan sanitaire et autres. 2020 a apporté son lot de convulsions politiques dont le MRC était la principale victime. Alors Maurice Kamto revient dessus et il a dressé en fait la chose en 4 axes principaux, au-delà du fait que de manière générale une année politique est de toute façon remplie de péripéties. Il a dressé 4 axes. Le premier axe qui a compliqué 2020, c'est l'enlisement de la crise anglophone. Et là, Maurice Kamto ne prend pas de gants quand il vous parle de la crise anglophone. Il dit elle a été créée par Paul Biya. Et vous voyez le parallèle avec ce que nous vous disons tout le temps. Ce n'est même pas un secret, c'est une porte ouverte. Dont la crise anglophone qui était déjà là s'est exacerbée. C'est pour ça qu'il parle d'enlisement. Et elle a été créée par Paul Biya. Ce qui fait que quoi qu'on dise, nous ne perdrons jamais de vue les origines de cette crise. Donc d'entrée de jeu, Maurice Kamto vous invite à vous souvenir de ce qui a mis justement le Cameroun, la partie anglophone, a fait il y a 100 aujourd'hui. Il vous exhorte à ne pas considérer les superficialités où on vous dit, regardez, on a les ambazoniens ont assassiné
un enseignant quelque part, ils ont tué une adjudante quelque part, ils ont tué un militaire. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on règle le problème. C'est ce dans quoi on va vous entraîner là, c'est l'analphabétisme politique. C'est-à-dire vous laissez les gens penser à votre place et vous les laissez prendre les conséquences et les transformer en causes alors que les causes sont là. Maurice Kamto vous rappelle donc que c'était Paul Biya qui était à l'origine de cette crise. Parce qu'à l'origine de la crise, en 2016, il n'y avait pas d'ambazoniens, on ne décapitait pas les femmes et tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Il y avait des avocats et des enseignants qui n'avaient menacé personne, qui n'avaient tapé personne, qui ne représentaient aucun danger et on leur a répondu par la violence. Et on a toujours dit, j'insiste sur le parallèle parce que Maurice Kamto dit ce que nous vous disons depuis le départ, on a toujours dit que lorsque vous violentez des gens qui sont pacifiques, vous leur envoyez le message selon lequel ça ne sert à rien de dialoguer avec vous, vous leur envoyez le message selon lequel c'est le plus fort qui va gagner, vous les invitez donc à vous taper dessus. Et donc on est surpris que Paul Biya le grand sage ait été incapable tout ce temps de comprendre que, en fait, quand les avocats et les enseignants demandaient des choses mais totalement basiques, totalement simples, il fallait honorer leur requête sur cet angle-là et simplement dialoguer avec eux. Mais comme on est dans un état arrogant, comme on est dans un état savanier, comme on est dans une république sauvage, il faut à chaque fois bousculer, il faut à chaque fois répondre par la violence et l'agressivité et miser sur le fait qu'il n'y aura pas de réplique. Ils ont donc oublié, ce gouvernement-là, que la violence est un concept démocratique aussi et que autant je peux être violent envers mon vis-à-vis, autant je ne l'empêche pas de répondre par la violence. Il peut justement manifester son ras-le-bol de manière belliqueuse, de manière belligérante, et c'est ce que les anglophones sont en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait dans la Rome antique le casus belli, l'occasion de guerre. Qu'est-ce qui fait que la situation s'envenime? Qu'est-ce qui fait que nous passions du dialogue à la bagarre? Quelle est la cause du conflit? La cause du conflit, c'est donc que j'étais en train de te demander simplement d'harmoniser les textes à la réalité socio-culturelle de la zone anglophone qui a précisément une prédominance anglophone. Et en guise de réaction, au lieu d'écouter ce que je te demandais de simple traduction, une simple insertion d'enseignants majoritairement anglophones, puisque la population là-bas est majoritairement anglophone, c'était ça la requête de départ. Mais la réaction a été la brutalité, et donc la brutalité est devenue le casus belli. Ça fait qu'aujourd'hui, l'impression que les biaïstes ont et qu'ils utilisent pour abrutir les populations, l'impression qu'ils ont de penser que nous soutenons les ambazoniens, que nous soutenons Ayoub Tabé, que nous soutenons les sécessionnistes, vient du fait que eux, contrairement à nous, ils ne regardent pas aux origines et c'est précisément pour ça que le problème dure 4 ans. S'ils avaient regardé aux origines, ils auraient mis sur pied les solutions adéquates et le problème aurait pris fin. Comme nous, on regarde aux origines, on propose les solutions qui sont conformes avec l'origine du problème. Et si on écoutait les solutions du MRC et de beaucoup de citoyens de la société politiquement conscients de cette réalité, la crise anglophone aurait déjà pris fin il y a longtemps. Comme elles ne prennent pas fin parce que Biya et sa clique ne tirent pas de leçons de leur forfait, la crise perdure. L'arrogance, la gouvernance par l'arrogance entraîne la déchéance, c'est ce que je dis toujours. Donc, l'une des raisons pour laquelle l'année 2020 n'a pas trop bien fonctionné, dit Maurice Kamto, c'est parce que la crise anglophone a connu une exacerbation avec justement tout ce qu'on a eu, Ngarbo, Kumba et consorts, tout ce que vous avez eu, causé par Paul Biya. Il restera à jamais, ne vous laissez pas berner, il restera à jamais la cause principale de cette hécatombe que nous voyons et qui terrorise nos populations et dont les images ne nous effraient même plus tellement tellement nous y sommes habitués entre-temps. Le deuxième élément que Maurice Kamto évoque, c'est la paupérisation de l'écrasante majorité des Camerounais. Paupérisation signifie vous êtes devenu pauvre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce live vivant au Cameroun et qui ont l'impression que l'année 2020 était pour eux meilleure que l'année 2019. Je vous adresse mes chaleureuses félicitations parce que ce n'est pas l'impression que nous avons eue. Mis à part la crise sanitaire, les affaires de détournement, la dépravation et l'exacerbation de la violence, la déchéance de la compagnie aérienne, en fait, la rupture totale du système social, l'absence
l'absence d'approvisionnement en infrastructures électriques ou en eau, la recrudescence des accidents sur les routes parce que les projets n'ont pas été achevés, ont été totalement stoppés, a fait que même à l'échelle microéconomique, sur le business personnel dont les Camerounais n'ont pas pu mener à bien leurs activités. En fait, on est dans la continuité de la déchéance qui a été amorcée justement depuis que Ahidjo a légué le pouvoir à Paul Biya. Et c'est à ça que Maurice Kamto fait allusion justement en ouverture de Rideau, où il parle de Paul Biya qui a hérité d'un pays qui brillait sous Ahidjo et qui maintenant connaît une paupérisation sur l'écrasante majorité de sa population. Plus loin dans son discours, Maurice Kamto donne même les chiffres en disant que nous avons, sous ces diverses formes de pauvreté et de misérabilisme, de misère totale, on peut dénombrer à peu près 64% de la population camerounaise qui vit dans des conditions mais totalement inacceptables. Et je crois qu'aujourd'hui, même quand vous allez à Yaoundé, en fait, ce n'est pas quelque chose qui demande que vous alliez dans une contrée reculée, pas du tout. Même quand vous allez à Yaoundé, vous vous rendez compte que ce que nous appelons la capitale, même notre centre urbain Yaoundé, connaît actuellement d'énormes difficultés. Enfin, c'est comme un village avec des petits immeubles modernes, ça et là, mais il y a des quartiers, ils sont très nombreux, ils constituent la plupart d'ailleurs, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, où vous vous demandez réellement si vous vous trouvez dans la capitale. Donc, c'est cet élément-là que Maurice Kamto appelle la paupérisation de l'écrasante majorité des Camerounais. Et ça vous montre la différence entre quelqu'un, je sais pas, je n'ai pas écouté Paul Biya, je précise, mais il vous a certainement dit là-bas que tout va bien et que dans le futur, parce que lui se projette toujours dans le futur, vu son énorme jeunesse, et que dans le futur, les choses iront mieux, faites confiance en lui, parce que depuis 38 ans, il a toujours honoré vos requêtes, donc continuez de lui faire confiance. Mais à côté, on a quelqu'un qui vous dresse un portrait du Cameroun tel qu'il est réellement et qui vous dit que je comprends, je vois, je suis conscient de votre pauvreté, je suis conscient de votre misère et surtout je suis conscient de ceux qui sont à l'origine de cette misère-là. Ajouté à cela la guerre qu'ils ont causée sur la partie orientale du pays. Le troisième point, on peut le cumuler au deuxième point, Maurice Kamto parle de perspectives économiques désastreuses et de la décroissance, c'est-à-dire la troisième raison qui fait que l'année a été désastreuse. Et il dit que nous avons énormément d'investisseurs qui se désintéressent du Cameroun. C'est un secret de polichinelle que le Cameroun caracole lorsqu'il s'agit des indices de corruption en tête des principales places où la corruption a le vent en poupe. Dernièrement, dans une analyse sur Equinox Radio, j'étais revenu sur un rapport de la CONAC pour dire ce n'est pas Wilfried Ekang, ce n'est pas Maurice Kamto, ce n'est pas le MRC qui est en train de dire cela, mais c'est l'organisme créé par Paul Biya lui-même qui établissait justement le secteur des finances au Cameroun comme le secteur le plus corrompu. Et comme on va parler de la violence d'État et de la dépravation du système politique, les policiers, les forces de l'ordre venaient en troisième position de la structure la plus corrompue au Cameroun. À la place numéro 7, on avait la justice. À la place numéro 8, on avait l'éducation. À la place numéro 9, on avait la santé. Comment vous voulez faire émerger un pays où les secteurs aussi essentiels, aussi vitaux, aussi cruciaux dans la marche justement vers cette émergence sont gangrénés par la corruption? C'est impossible. Si les soins aux malades dépendent du fait que j'ai de l'argent ou je connais le cousin du frère de tel qui est directeur de tel à tel endroit, je ne peux pas compter sur le fait que le système santé camerounais permettra à l'espérance de vie d'augmenter. Non, puisque la vocation première du corps médical à ce moment-là, ce n'est plus de soigner et d'augmenter l'espérance de vie, c'est de chercher à comment gagner le maximum possible d'argent sur chaque malade et à laisser mourir ceux qui ne peuvent pas se faire soigner. Idem pour la justice, la vocation n'est plus de dire le droit, mais justement de regarder à gauche et à droite qui est-ce qui m'offre le plus et de donner raison à celui qui m'offre le plus. De même que les forces de l'ordre vont vous martyriser parce que vous n'êtes pas d'une telle ou telle ethnie ou d'un tel ou tel parti politique, mais de l'autre, on va applaudir celui qui a fait pire que vous, qui a même assassiné quelqu'un. C'est pour ça que vous avez donc vu des gens à Ibolova qui partaient battre campagne, ils ne partaient pas marcher pour destituer Paul Biya. On était en campagne pour les régionales, à l'époque pour les législatives. À l'époque, le MRC disait qu'il allait aux législatives. Mais quand ils sont arrivés aux portes d'Ibolova, on leur a dit c'est le socle grammatique de Paul Biya. Des gens qui se plaignent du tribalisme, qui vous ont instauré le tribalisme.
à ciel ouvert en vous disant que non, ici, c'est le village de Paul Biya, c'est le secteur de Paul Biya. Ils ont créé des mots, le socle granitique, la proximité sociologique de Paul Biya, donc vous ne pouvez pas y accéder. Et ils vous ont violenté, ils vous ont empêché d'y aller. Or, vous ne leur avez rien fait parce que vous n'obéissez pas à leurs idéologies politiques ou parce que vous n'êtes pas de la même ethnie. Et quand vous êtes de la même ethnie, on vous tabasse si on vous appelle traître, comme on l'a fait à Sem Sévérin Ango ou comme certains illuminés me font de temps en temps dans ma messagerie. Donc, c'est ce climat-là qui a donc conduit au désintérêt total et des investisseurs et de la destruction totale du tissu, enfin, des projections d'émergence au Cameroun. Maintenant, ce que vous appelez investisseurs aujourd'hui, à quelques exceptions près, sont simplement les amis des amis de quelques amis qui, justement, s'arrangent à avoir quelques petits business entre eux. Ajoutez à cela les Occidentaux qui ont signé tous les pactes de concubinage incestueux avec le pouvoir des taudis que vous connaissez et sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir. Dont le troisième élément qui a plongé le Cameroun dans le chaos, c'est le désintérêt des investisseurs réels, ceux qui ont une portée vers l'émergence du Cameroun. Dernièrement, on a vu Camden dans le Grand Mall, mais il y a un autre investisseur qui a essayé justement dans la région du Sud, si mes souvenirs sont exacts, et qui s'est retrouvé chassé de là parce que il n'est pas de l'ethnie locale, parce que voilà, sa tête ne revient pas aux autorités de la place. Voilà donc un pays qui veut émerger, mais qui regarde qui est mon frère, qui est mon cousin, qui est de mon village, au lieu de regarder quel est le projet qui va permettre justement à dynamiser l'activité économique dans cette région. Quand vous avez un climat comme ça aussi pourri, le fameux climat des affaires aussi pourri, vous n'encouragez pas les gens. Les gens sont plutôt là à se demander, oh là là, le Cameroun, est-ce que je vais m'en sortir? Les gens sont plutôt là à se dire, si je n'ai pas d'argent, rien que le dédouanement de mes marchandises qui viennent de l'étranger sera impossible parce que le système est gangréné par la corruption. Donc, le quatrième point est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, au Moros Kamtofi à Lésion, le quatrième et dernier point, il dit l'ensauvagement de l'appareil d'État. Et l'ensauvagement de l'appareil d'État, c'est ce dont je vous parle quand je dis les forces de l'ordre et la justice sont respectivement à la 3e et la 7e place des secteurs les plus corrompus au Cameroun. Donc, l'armée aura beau faire des vidéos où elle danse pour donner l'impression que oui, tout se passe bien, elle est proche du peuple et tout. Nous aimons bien la vidéo, c'est très joli. Le problème, c'est que nous sommes les premiers surpris à voir que ce sont les mêmes militaires qui, lorsqu'ils se retrouvent avec vous dans une cellule fermée au CED, vous mettent les doigts dans les yeux, comme on a fait à mon ami Nelson Tada en lui disant « je vais te crever les yeux ». Ce sont les mêmes qui vont aller tirer sur des femmes, sur des bébés de 5 ans, de 5 mois, 4 mois à Mouyoka, comme Martin, qui vont aller tirer sur des femmes avec des bébés sur leur dos, qui vont faire des choses, on va se demander, est-ce que ce sont les mêmes militaires qui étaient en train de faire la communion avec le peuple? Lorsqu'il s'agissait de Boko Haram, les Camerounais étaient tous rangés derrière leur armée. On se souvient, en 2014, les gens doivent donc se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi, à un moment donné, les Camerounais qui étaient si unanimes derrière leur armée ont commencé, pour certains, à se désolidariser de l'armée? Ils ne se désolidarisent pas de l'armée, ils se désolidarisent de certaines pratiques de cette armée-là qui, alors qu'on pouvait parler de brebis galeuses et d'exceptions, sont devenues de plus en plus fréquentes, au point où on se demande si ce n'est même pas les comportements républicains qui sont maintenant l'exception. Aujourd'hui, la tenue fait plus peur qu'elle ne procure de la sécurité. Aujourd'hui, quand vous alliez à la gendarmerie parce que vous avez oublié votre carte d'identité, vous vous faites arrêter. Or, vous étiez déjà arrêté. C'est-à-dire, on vous a arrêté. Maintenant, c'est ce qui est arrivé à ce cher Stéphane So, qu'on avait arrêté dans des conditions mais terribles parce que M. Aïna, dont la tête ne revenait pas, est allé le dénoncer aux autorités à Douala. Et lorsqu'il a purgé une peine sans chef d'accusation réel et qu'il en est sorti, il y a quelques jours, il a essayé d'aller retirer ses documents d'identité. Il a encore été arrêté, il a encore été incarcéré. Voilà l'ensauvagement de l'appareil d'État. Maurice Kamto s'étonne dans son discours que Paul Biya qui a dit il y a une quarantaine d'années qu'aucun Camerounais ne devra quitter le pays pour ses opinions politiques. Voilà Biya qui a créé un pays où, parce que tu as dit sur Facebook, je n'aime pas Paul Biya, on te dit tente encore de revenir au Cameroun. C'est-à-dire c'est obligé d'aimer Paul Biya, c'est obligé de penser qu'une autoroute de 3000, une autoroute, un stade, les infrastructures pour les échéances de la CAN et du futur et qui coûte 3000 milliards de dollars,
c'est obligé de penser que c'est une bonne chose. C'est obligé de penser que le sac de ciment doit coûter 17 000, que le camion de ciment doit coûter 700 000 francs, que le kilomètre d'autoroute doit coûter 6 à 7 milliards de francs CFA. En fait, c'est obligé de penser que c'est une bonne chose. Et parce que tu as pensé cela, tu as interdit de séjour au Cameroun. Voilà donc l'ensauvagement de l'appareil d'État. C'est-à-dire, on a détruit ce qu'on appelle la République. On a créé une République de voyous en cravate qui s'adonne au lavage de cerveau où des gens sont bien conscients que la justice règne. Ils sont diplômés, ils sont intellectuels, ils sont très instruits, ils sont bien conscients que l'injustice règne, mais parce qu'ils ne veulent pas perdre leur avantage, ils jouent la carte de la mauvaise foi. Conscients qu'il y ait une injustice régnante, ils se rangent du côté de l'oppresseur injuste contre la population, alors que leur conscience leur rappelle chaque soir qu'ils sont du mauvais côté. Mais pour l'argent, pour la peur de se faire violence, pour la peur de se faire mal, pour la peur de supporter les conséquences que nous portons quand nous soutenons la justice, ils préfèrent se taire. Et c'est ça l'analphabétisme politique. L'analphabétisme politique n'est pas le fait d'avoir de grands diplômes ou d'avoir enseigné les sciences politiques à l'université de Harvard. Non, vous pouvez être le plus grand docteur, le plus grand génie, mais être un analphabète politique. Une matière grise politique, c'est quelqu'un qui accepte, même s'il n'a pas fréquenté, il y a beaucoup de gens dans l'activisme de la diaspora qu'on traite d'illettrés, de sans-papiers, de ce que vous voulez, mais ils sont plus intelligents politiquement parce qu'ils ont compris la justice. Ils ont mis entre parenthèses la possibilité d'aller voir leurs parents, leur famille. Ils ont mis entre parenthèses la possibilité de redécouvrir les délices de leur pays. Ils ont dit, nous sacrifions cela comme Mongo Betty a sacrifié 32 ans de sa vie en restant en France parce qu'il était contre le pillage de la France, de l'Afrique par la France, avec la complicité de Ahidjo et de Paul Biya par la suite. Or, les analphabètes politiques aujourd'hui viennent en cravate tous les jours sur les plateaux de télévision, viennent en tenue avec des galons sur les épaules, et ils vous parlent. Et il vous parle qu'est-ce que tu fais chez les Bamileke, il vous parle de tu vas voir ce qu'on va te faire, et il vous tabasse en chantant le deuxième nom de Dieu c'est le temps, et il vous attache la main au pied, il vous accroche, et il vous fouette au point où vous saignez par le rectum. Il faut lire le témoignage de Alain Foguet, le trésorier du MRC, qui fait un petit éventail de ce qu'il a vu dans les géoles qu'il héberge actuellement, de ce qu'il a vu. Il faut écouter cela, il faut réécouter la vidéo audio que je vous ai publié il y a quelques mois, il y a 2 mois à peu près, lorsque mon ami et frère Nelson Tada a été délivré après y avoir fait 1 mois en cellule lors des marches du 22. Il faut écouter tout cela et nous dire si nous sommes en démocratie, et nous dire si c'est cela l'état de droit, et nous dire s'il suffit que les armées fassent une petite vidéo où ils sont en train de danser pour croire que ce sont qu'on est subitement en démocratie. Si Hitler avait fait une vidéo où il était en train de danser sur un son de la place connue par les Allemands, je ne sais pas, Hildegard Neff, ou je ne sais pas, les grands artistes allemands de l'époque, je ne crois pas que aujourd'hui, en rediffusant le morceau, les Allemands, en tout cas les Juifs, vont commencer à se dire ah tiens, finalement c'était une bonne personne Hitler. Il ne faut pas abrutir et infantiliser une population. Il faut satisfaire la population par des actes qui sont conformes au respect des droits de l'homme, qui sont conformes à la dignité humaine. Si tu me tabasses, si je dois saigner par tous les trous de mon corps, et qu'après tu fais une vidéo, que tu danses, on appelle cela le cynisme. Et c'est ce que nous ne supportons pas. Nous n'allons pas applaudir des fonctionnaires qui font ce pourquoi ils sont payés. Vous n'applaudissez pas votre enseignant tous les jours, il est payé pour ça. L'armée est payée pour protéger la population. On n'a pas à lui dire tous les jours bravo, c'est un engagement qu'ils ont pris, comme chacun prend un engagement pour une chose ou pour une autre. On apprécie leur action. D'ailleurs, on leur dit bravo de toute façon. On leur avait dit bravo sur le cas Boko Haram, on leur avait dit bravo sur la sécurisation des frontières des rebelles à l'Est et consorts, on leur avait dit bravo sur tout. Mais autant ils sont heureux d'entendre les bravos, autant ils doivent être justement capables d'entendre que nous avons aussi vu les exactions qu'ils commettent et que ces exactions-là sont insupportables. Nous sommes là pour lever les injustices et nous atteler à ce que ces injustices n'aient plus lieu. Surtout que c'est facile de faire que ces injustices n'aient plus lieu. Je ne vois pas en quoi un militaire est obligé de tirer sur une femme qui a un bébé dans le dos. Ça n'a pas de sens. C'est tellement facile de laisser cette femme continuer de vaquer à ses occupations. C'est tellement facile de laisser cette femme vivre. Pourquoi en arriver là? Et c'est précisément parce que nous avons des armées qui ont fait des choses qu'elles n'étaient pas obligées de faire que nous nous retrouvons à nous poser les questions que mais qu'est-ce que nous avons vraiment comme armée? Est-ce qu'il faut lui faire confiance? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc voilà. Alors les 4 points, c'est en fait grosso modo ce dont
Maurice Kamto a parlé aujourd'hui dans son discours. Il a dressé le bilan de Paul Biya en disant qu'il a hérité d'un pays prospère et aujourd'hui c'est un pays en guerre qui se traduit par le tribalisme d'État et la haine comme instrument. Donc il y a quelques éléments pour illustrer. La compagnie aérienne à partir de 1975, Cameroon Airlines, pouvait partir de Yaoundé avec un équipage camerounais, 100% camerounais, sans les blancs autour qui donnaient des leçons, non, des Camerounais qui pouvaient décoller de Yaoundé de Simalène, arriver, il n'y a pas Richard de Gaulle avec une escale à Rome en Italie, faire comme ça la navette entre l'Afrique et le continent européen. Et aujourd'hui, on est en 2020, plus de 30 ans, enfin plus de 40 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Donc on est dans un pays, c'est certainement le seul pays au monde où lorsque vous regardez le passé, vous avez l'impression que c'est mieux, c'était mieux dans le passé qu'aujourd'hui. Allez en Europe, allez dans n'importe quel pays africain, projetez-vous quelques décennies en arrière, vous allez vous rendre compte que ces pays assez délabrés, mais aujourd'hui, vous voyez une nette amélioration, même si c'est assez lent. Au Cameroun, vous avez l'impression de manière générale que non, en fait, nous étions mieux équipés hier qu'aujourd'hui. La seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est le train de vie de Paul Biya, de sa famille, de ses enfants, de ses amis, de toute la bande de brigands à Yaoundé que j'appelle le gang de malfrats, parce que pour eux, tout va bien, et c'est pour ça qu'ils ont perdu la lecture réelle des événements du Cameroun, et c'est pour ça qu'eux, ils croient que tout va bien. Nous avions une compagnie fluviale après, si on avait une compagnie aérienne, lorsqu'on a construit le barrage des DIA, c'était le barrage suspendu avec l'arcade qui la soutient, le barrage de ce type, enfin, le pont qui traverse la Senaga, c'était pour ce type de pont-là, en tout cas ce type de pont métallique, c'était le plus impressionnant d'Afrique à l'époque de sa construction. C'était le plus grand d'Afrique, c'était le plus, voilà, le plus spectaculaire. On pensait que dans la folie, on allait y avoir des ponts conformes à 2020. Aujourd'hui, on a des ponts où lorsqu'il pleut, le pont n'est plus sur le fleuve, mais sous le fleuve, parce qu'il n'y a pas une idée d'urbanisme, il n'y a pas un projet réel pensé derrière, on a juste balancé quelque chose comme ça de manière irréfléchie pour faire croire à la population qu'on travaille. Donc, Maurice Kamto n'a pas tort de dresser le bilan d'un pays qui soit Ahidjo, malgré la répression politique d'Ahidjo. D'ailleurs, il ne l'oublie pas, parce qu'il n'y a pas d'ange il n'y a pas d'ange sur Terre. Mais il vaut mieux avoir un dirigeant qui vous réprime politiquement et dont les réalisations sont visibles même pour les derniers des idiots, plutôt que d'avoir un président qui vous réprime et qui en plus ne réalise pas, qui vous réprime et vous enfume d'année en année. C'est du cynisme, c'est de la perversité politique, ce que j'appelle le cannibalisme politique, parce qu'il vous mange. Et il vous mange justement dans les ingrédients qu'il ajoute à cela, le tribalisme et la haine, que Maurice Kamto a évoqué, et que je peux vous appuyer avec des exemples comme le plus récent, Dynastie le Tigre, parce qu'il a fait une vidéo, une photo avec Maurice Kamto, il se retrouve jeté aux chiens par les supposés patriotes, les supposés mendiants de la paix. Et il y a quelques jours, je vous avais déjà écrit un article dessus où je disais... vous êtes au Cameroun, d'ailleurs Valsero en parle aussi dans son livre, vous êtes au Cameroun, vous faites une photo avec Paul Biya. Et vous rentrez chez vous, dites que bon, moi je ne fais pas politique, j'étais juste au palais comme ça, je suis juste allé pour profiter de la cérémonie et tout, mais je ne fais pas politique. Mais vous faites une photo avec un opposant, vous faites subitement politique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui prétendent être patriotes, ceux qui prétendent vouloir la construction du pays, vous imposent celui avec qui le Camerounais, avec qui vous devez vous montrer. Ils créent la marginalisation et ils disent que vous êtes une secte. Souvenez-vous de mon texte, c'était avant Dynastie le Tigre, quand je dis le RDPC est une secte, c'est la seule véritable secte au Cameroun. Et Maurice Kamto vous l'appuie encore aujourd'hui quand il parle de tribalisme d'État et de la haine qu'ils sont en train de distiller pour que les Camerounais ne s'aiment pas entre eux et qu'ils soient obligés d'aimer Paul Biya. Nous sommes focalisés sur Paul Biya, nous détestons son bilan et nous déplorons le fait que des gens suivent un bilan pareil. Nous les appelons des zombifiés parce qu'ils ne pensent plus par eux-mêmes. Mais à aucun moment, lorsque nous voyons une photo d'une personne avec Paul Biya, à aucun moment le MRC n'a décidé d'interdire qui que ce soit de se prendre en photo avec qui que ce soit. Et le MRC n'a établi aucune cabale, comme on est en train de voir là justement des partisans de Paul Biya. Donc, Maurice Kamto met en exergue justement ces éléments qui sont arrivés à beaucoup de Camerounais et justement aussi aux artistes parmi les plus connus. Charlotte Dipanda, il y a quelques mois, c'est elle qui en a pris pour son grade parce qu'elle a simplement prononcé le mot alternance. Vous voyez, un pays, une démocratie, où on vous empêche de prononcer le mot alternance. On a
a même questionné son orientation sexuelle. En fait, c'est incroyable. C'est-à-dire, demain, parce que je vais dire que Paul Biya a fait 38 ans au pouvoir, on va me traiter de PD, on va me traiter de, je sais pas, de pédophile, on va me traiter de zoophile, ou que sais-je encore, parce que j'ai estimé que Paul Biya a fait 38 ans au pouvoir et que j'ai envie d'autre chose. Mais si tu es né sous Paul Biya, tu as 35, 38, 40 ans sous Paul Biya, mais à un moment donné, tu vas te dire, wow, je veux autre chose. Le mandat en Allemagne est illimité. Angela Merkel aurait pu se présenter encore, mais voilà l'échéance qui va venir. Elle ne veut plus. Depuis 2005, elle est au pouvoir. Elle a dit, ça suffit, mes 4 mandats, ça suffit. La Constitution me permet de me représenter, mais les Allemands ont besoin d'un souffle nouveau. C'est tout ce que les Camerounais essaient d'exprimer. Et ceux qui prétendent leur apporter, enfin ceux qui leur vendent le vivre ensemble, le mendiant de la paix, le Cameroun est indivisible, sont les premiers à créer la division, simplement parce qu'un Camerounais leur a dit, bon ok, le Camerounais un est indivisible, je vais donc aller prendre une photo avec un autre Camerounais. Ça devient un nom, pourquoi tu prends une photo avec celui-là? Qu'est-ce que c'est le un et indivisible quand en même temps on m'interdit de prendre la photo avec une personne, un Camerounais? C'est de la schizophrénie, c'est-à-dire c'est le summum de la folie. C'est des gens déséquilibrés qui ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est des gens qui ont essayé de vous cacher leur véritable nature, mais le naturel revient au galop justement à chaque fois qu'ils sont mis à l'épreuve. Donc Maurice Kamto n'a pas tort quand il dit nous avons hérité maintenant sous Paul Biya d'un pays gangréné par le tribalisme et la haine. Maintenant, il vient sur la question anglophone où il pose la question, enfin, où il établit une hypothèse en disant c'est peut-être un agenda politique du RDPC, parce qu'on ne comprend pas que la même formule est utilisée depuis, notamment sur la question anglophone. Donc des gens qui ont œuvré par la haine, le tribalisme, ou ce que vous voulez, maintenant qui sont allés sur la question anglophone et qui ont répondu de manière militaire alors que la solution était citoyenne, administrative et politique dès le départ, continuent dans cette lancée-là, au point où on se pose la question, mais est-ce que finalement ce n'était pas ça qu'ils avaient prévu dès le départ? Parce que normalement, à un moment donné, quand après 4 ans, la solution ne vient pas, après 4 ans de répétition de la même formule, tu dois te dire je vais changer de stratégie. Mais les voilà qui, après 4 ans, utilisent encore et toujours la même stratégie et dont la question se pose, mais est-ce que ce n'était finalement pas leur agenda? Est-ce que c'était finalement pas leur but justement de perpétuer la crise anglophone parce qu'on ne comprend pas depuis. Donc Maurice Kamto ajoute, tout y passe, sauf le sérieux de la résolution des problèmes en homme d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme d'État, c'est celui qui, lorsqu'il voit le problème, se lève. Il ne reste pas à étourdi. Le Cameroun est le seul pays au monde où le président ne sort pas. C'est plus une monarchie. Non, non, non. C'est la seule démocratie au monde où le président ne sort pas pour rencontrer les populations. Même Kim Jong-un, en Corée du Sud, qui est une dictature. D'ailleurs, ça s'appelle la RPDC, République populaire et démocratique de Corée. Vous voyez la grande ressemblance avec le RDPC. C'est pas moi qui dis, ce sont des faits, c'est comme ça que c'est établi. La RPDC, la Corée du Nord, est foncièrement dictatoriale. Vous ne pouvez pas dire là-bas ce que vous voulez, mais même en Corée du Nord, Kim Jong-un se déplace, va rencontrer des populations, goûte à la nourriture qui vient des champs pour montrer que voilà, il faut stimuler l'agriculture et tout. D'ailleurs, en Corée, ils appellent ça le Byongjin, le développement parallèle entre le secteur agricole et le secteur militaire. C'est pour ça qu'en même temps, ils essaient de sortir de la famine en promouvant l'agriculture. En même temps, ils ont élaboré leurs armes nucléaires pour ne plus se faire arrêter par les autres. Le Byongjin. Mais même en Corée du Nord, donc voilà un dirigeant qu'on voit, voilà un dirigeant qui se déplace, voilà un dirigeant qui va à la rencontre de ses populations. Au Cameroun, ça n'existe pas. Paul Biya n'est pas un homme d'État, c'est un monarque, c'est un roi fainéant, mais totalement. Il est pire que Caligula dans la Rome antique. Il est pire que Néron, César, qui jouait de la lyre en l'an 64 pendant que la ville de Rome était en train de brûler et qui après a envoyé les soldats assassiner sa mère, Agrippine. Parce que voilà, il ne voulait pas. En fait, tout ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Il est donc allé assassiner sa propre mère parce que elle voulait le pouvoir. C'est des choses dont est capable Paul Biya, vu qu'il a fait le nettoyage sur tous ceux qui sont autour de lui, vu qu'il a fait un ménage de masse en 1984 après le présumé coup d'État. Donc, on a en face un roi fainéant qui ne comprend pas que quand il y a une crise, on se comporte en homme d'État, on descend sur le terrain, on va rencontrer ceux avec qui on a un problème, on ne monte pas sur un escabeau de 800 mètres de haut où on dit « je suis le monarque absolu, vous êtes qui, je dois dialoguer avec vous parce que vous êtes qui ?» C'est la seule démocratie au monde où le président oublie qu'il est mandaté par le peuple. Il n'est pas le chef du peuple, il est l'employé du peuple. C'est le peuple qui peut décider, comme Valsero disait,
Il a la force du nombre, il peut te donner tort. C'est le peuple qui peut décider. Aujourd'hui, on en a marre. On veut autre chose. Tu n'as pas répondu à nos attentes, donc on va tourner la page. Mais non, il ne se comporte pas comme ça. Il a utilisé ce que Maurice Kamto appelle donc dans son discours tout à l'heure des leurres. Les leurres, ça veut dire je fais semblant de résoudre les problèmes, je fais des résolutions de façade. Donc il les cite, la Commission nationale du bilinguisme et du multipartisme. Bon, venant de quelqu'un qui est incapable même de faire ses discours en anglais, on l'avait vu il y a il y a une cinquantaine d'années, je sais pas, une quarantaine d'années, il est au pouvoir depuis tellement longtemps que c'est devenu difficile de se situer, mais en tout cas, à la Maison Blanche, aux côtés du président américain Ronald Reagan, il avait fait un discours en anglais, je sais pas s'il a perdu de son anglais depuis, on l'a quand même vu grommeler deux, trois choses aux côtés de Mo Ibrahim à Lyon il y a quelques mois. Donc on aimerait bien quand même que quand tu crées la commission de bilinguisme, de multipartisme, qu'on voit quand même, ça crée une proximité. Quand vous parlez la langue de quelqu'un, ça crée une proximité. Si tu t'exprimes seulement en français devant les anglophones, tu as du mal à abolir la distance qui vous sépare, même si ce n'est que quelques bribes, essaye. J'ai pu voir la différence lorsqu'on avait le coach allemand, Wilfried Schäfer, lors de la CAN Mali 2002. On l'écoutait parler, bon, je le regardais comme un coach qui est venu. Mais après, quand j'ai appris allemand et quand je suis arrivé en Allemagne, on a réécouté le même Wilfried Schäfer dans certaines interviews et je me dis, ah tiens, maintenant je n'ai plus besoin de traducteur. Et là, tu as l'impression il est beaucoup plus proche de toi. Parce que là, tu peux l'appeler toi, mais lui dire, Hallo, wie geht's? Hallo, comment ça va? Et ainsi de suite. Et entamer la conversation. Mais Paul Biya n'est pas un homme d'État, c'est un roi fainéant. Il est, et il t'en dit. C'est-à-dire, il vous prend comme, je ne sais pas, on vous interdit de questionner, on vous interdit de remettre en question, on vous interdit de vous plaindre. Le voilà, il n'est pas apparu au massacre de Kumba, il est apparu chez sa petite sœur, chez sa grande sœur. Maintenant, il apparaît parce que les alliés du 31 décembre l'y obligent. Je répète que je n'ai pas écouté son discours. J'aime mieux à faire, je préfère ne rien faire maintenant que d'écouter le discours de Paul Biya. Ne rien faire est une meilleure utilisation de son temps libre que d'écouter ce que Paul Biya dit. Donc, il ne se gêne pas parce que c'est-à-dire vous n'êtes pas pour lui un peuple devant qui il a des comptes à rendre. Non, vous êtes une entité sur laquelle il marche. Il règne en fait. Et quand on règne, on ne pose pas de questions. C'est comme avec Dieu, on vous dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Quand Abraham a dit à Dieu va égorger ton fils, Abraham n'a pas philosophé, il n'a pas discuté. Il a pris le couteau, il s'apprêtait à égorger son fils. Dans Paul Biya, c'est Dieu, il ne se montre pas et vous ne devez pas demander pourquoi il ne se montre pas. Si vous demandez, on vous dit tu le cherches pourquoi, qu'est-ce que tu veux, c'est lui qui va faire quoi. En fait, les mêmes gens qui te disent qu'il est le président, les mêmes gens te demandent quelle est l'utilité du président aux funérailles. Les mêmes gens te demandent quelle est l'utilité du président auprès des populations. Les mêmes gens te demandent quelle est l'utilité du président dans ses chantiers. Je vous retourne les questions. Quelle est donc l'utilité du président? Quelle est l'utilité de Paul Biya? Maurice Kamto vous donne donc la réponse en disant nous sommes dans un leurre. Le leurre, ça veut dire l'hallucination, le trompe-l'œil. Vous avez dans les villes européennes des peintures sur les murs où vous avez l'impression que c'est réel. Vous voyez une porte, vous croyez que c'est une porte, vous avancez, vous cognez la tête. C'est ça le trompe-l'œil. C'est exactement ce que Paul Biya fait avec ses comités de bilinguisme, commission de bilinguisme, de multiculturalisme, commission nationale de réinsertion, de réhabilitation, où il a décidé qui sont les bons ambazoniers avec qui dialoguer et qu'il faut les réinsérer. C'est-à-dire, le gouvernement pense qu'il va résoudre la crise anglophone en se désignant comme bon et en désignant les anglophones et les ambazoniens comme les méchants. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans une guerre, si tu veux créer la paix, tu dois demander à ton adversaire, ok, qu'est-ce que tu me reproches? Et comme ça, il te dit ce qu'il te reproche, tu lui dis ce que tu lui reproches, vous établissez un compromis. C'est ce qu'on appelle le consensus, le consensus. Si tu pars du principe que toi, tu n'as que bien fait les choses, et lui, il n'a que mal fait les choses, ah, je suis désolé, il n'y a aucune chance que le problème soit résolu. C'est pour ça que le problème n'est pas résolu. Votre grand sage, eh bien, c'est pas la peine d'aller chercher loin la raison pour laquelle les crises perdurent. Donc, vous avez à côté de ça ce que Maurice Kamto appelle les illustrations additionnelles du fait que rien ne change. Il cite dans les massacres de Garbo, qu'on pourrait encore appeler les massacres de la Saint-Valentin, parce que c'était le 14 février 2020,
Voilà, et Maurice Kamto demande par la suite dans son discours l'ouverture d'une enquête sur tout, y compris sur l'enquête de Kumba. Et ça rejoint ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire c'est l'armée qui a tué tout le monde. Non, il s'agit de dire qui a tué qui et pourquoi. Si ce sont les anglophones qui ont tué à Kumba, qu'une enquête soit menée, qu'on essaie de déterminer les tenants et les aboutissants de cette action, qu'on essaie de déterminer les causes, qu'on essaie de déterminer les mécanismes qui vont faire que ça ne se reproduise plus. On avait demandé à ce gouvernement comment ça se fait qu'en zone anglophone, des écoles comme ça ne soient pas surveillées. Ils vous disent que non, on n'était pas au courant de cette école. Voilà les gens qui vous disent qu'ils savent tout sur tout, que le service de renseignement du Cameroun est le meilleur en Afrique. D'ailleurs, on est formé par le Mossad, le superbe service secret israélien, qui est certainement le deuxième meilleur au monde après le FBI. Donc, la meilleure police du monde nous forme, la police de renseignement du Mossad. Donc, on a le meilleur système de renseignement, mais on ne savait pas qu'il y ait une école à Kumba. Les ambazoniens, ils étaient informés de ce côté-là. On ne savait pas qu'il y avait une école là-bas. Et comme par hasard, lorsqu'on voit la plaque justement de cette école, la plaque indicative, ben on voit que c'est une vieille pancarte. Comment, en un an, la pancarte a pu vieillir autant? Comment c'est possible? Et comment ça se fait que dans un service de renseignement comme le nôtre n'était pas au courant? Ben, c'est parce que la solution n'a jamais été une solution de fond. On était occupé à Santa Barbara à empêcher un Camerounais de s'exprimer et de sortir de sa maison pendant que les Camerounais étaient en train de mourir à Kumba. Voilà donc la signification du trompe-l'œil. Mais Maurice Kamto demande une enquête indépendante parce qu'il ne prend pas parti. Les anglophones ne sont pas les ambazoniens ne sont pas les bons de l'histoire. Ils ne sont pas les gentils. De la même façon que le régime de Yaoundé, le régime de Yaoundé n'est pas, en fait, ce n'est pas un concept d'ange et de démon. Il n'y a ni ange ni démon. Il y a des torts des deux côtés. Il y a des torts et des impairs de part et d'autre. Il s'agit donc de faire une remise en question des deux côtés, d'où l'ouverture de l'enquête qui va déterminer qui a tué quoi, pour qui, pourquoi, et que chacun y réponde. Mais vous avez pu voir que ce gouvernement n'a déjà pas répondu des autres enquêtes. Voilà, on dit il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé, mais on voit après rien ne se passe, ils continuent de se voir comme les bons et c'est les autres les terroristes. Je ne sais pas qui au MRC a tiré sur un bébé de 5 mois, je ne sais pas quel danger Marthe a représenté, je ne sais pas ce que les autres bébés là sur le dos de leur maman représentaient comme danger, comme menace, je ne sais vraiment pas et c'est des gens qui font ça, qui vous appellent après des terroristes. Donc voilà. À l'époque dont Ungarbo se déroulait, Maurice Kamto était incarcéré. Donc voilà. Il appelle dans cela une sale guerre. Il a utilisé le mot sale guerre dans son discours. Il a ajouté une détestable guerre fratricide parce que c'est deux frères qui se mettent à bagarrer. La guerre est non détestable. Pourquoi? Parce que des gens ont commencé à tabasser des gens qui n'avaient pas d'armes et qui n'avaient rien. Quand les gens qui n'avaient pas d'armes et qui n'avaient rien ont donc pris les armes, ceux qui les ont tabassés en premier les ont appelés terroristes. Je veux dire, vous voyez, même encore aujourd'hui, le quotidien se voit avec le MRC tous les jours. On n'a pas d'armes, on va marcher, c'est-à-dire on n'a jamais tiré sur quelqu'un, violenté quelqu'un, ni en Europe, ni en terre camerounaise. Aucune manifestation de MRC ne s'est soldée par le moindre acte de violence envers un seul Camerounais. Mais curieusement, les seuls à torturer, à ensauvager la République sont ceux qui vous disent que vous êtes des terroristes. De la même façon que les seuls à chasser les gens des Bolova en vous disant eux-mêmes que non, ici c'est le village. Bon, ils embellissent le socle granitique. Ici, c'est le village de Paul Biya. Ce sont ceux-là qui vous disent que vous êtes tribaliste et que vous êtes une secte. Mais c'est terrible. Voilà donc l'analphabétisme politique dans toute sa splendeur, comme on a voulu le faire au Cameroun et qui est en train d'aboutir les masses en masse. Donc, Maurice Kamto demande le cessez-le-feu. En fait, je vous ai dit que le discours de Maurice Kamto, si vous avez ouvert vos yeux et vos oreilles pendant toute l'année 2020, le discours de Maurice Kamto, il pose point par point tout ce que nous avons écrit dans nos articles et consorts. Je ne me suis pas concerté avec lui pour réaliser le discours. Je ne lui ai pas demandé de m'envoyer le discours à l'avance, mais dans le discours, c'est exactement ce que nous vous disons depuis le 1er janvier. Il faut libérer les prisonniers politiques, y compris Sissiko Ayoub Tabé, pas parce qu'il est bon ou qu'il est non, mais parce qu'il est une partie du problème et donc une partie de la solution. Lorsque vous dites qu'on ne va pas libérer Sissiko Ayoub Tabé, et que malgré ça, donc malgré le fait qu'il soit en prison, la crise continue, ben vous devez, même le plus gros des imbéciles devrait comprendre que ce n'est pas le maintien de Ayoub Tabé en prison
qui fait que la guerre, c'est pas Ayoub Tabé qui fait que la guerre continue, c'est pas le maintien d'Ayoub Tabé en prison qui fait que la guerre prenne fin, il faut donc utiliser une autre méthode. Ayoub Tabé est un leader dont beaucoup d'ambazonnés s'identifient. Si tu veux connaître, si tu veux vaincre ton ennemi, il faut le connaître. Il faut effectuer la transposition politique, essayer de te mettre dans sa peau et essayer de comprendre. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas résoudre le problème. Parce que c'est comme les gens n'aiment pas que je prenne les exemples du couple, ça me rappelle une surexcitée sur le plateau d'Africa 24. Vous êtes avec une femme, vous ne vous entendez pas sur tel ou tel projet. Elle t'accuse de quelque chose, tu l'accuses de quelque chose, vous aboutissez dans ce qu'on appelle une impasse, parce que chacun est convaincu que l'autre est le mauvais. La seule solution d'avancer, d'établir un progrès, c'est si tu essayes de rentrer dans l'esprit de ta femme et tu te dis, bon, ok, je me mets un peu à sa place, comment je vois les choses, je me mets un peu à distance, je me vois en face dans un miroir et je me dis, ok, si j'étais elle, comment je me verrais? À partir de là, tu peux peut-être commencer à comprendre. C'est ce qu'on demande au gouvernement camerounais. Pas de dire que Ayoub Tabé est un ange, mais de comprendre qu'eux-mêmes ne sont pas les anges. Parce que vous ne serez jamais un ange quand vous brûlez des maisons, vous violez des femmes, vous roulez des étudiants dans la boue. C'est impossible. Vous n'êtes pas des anges non plus. Comme c'est donc une cohorte de démons qui affrontent une cohorte de démons, il faut donc que les démons de part et d'autre se remettent en question et requestionnent et redéfinissent en fait leurs agissements. La libération d'Ayoub Tabi va donc permettre à certains Ambazoniens de se voir considérés parce que pour eux, Ayoub Tabé est le leader et l'insertion d'Ayoub Tabé dans un dialogue va leur permettre de se sentir représentés dans ce dialogue parce qu'Ayoub Tabé va porter ce qu'ils veulent. Et maintenant, il ne s'agit pas d'honorer bêtement aux requêtes d'Ayoub Tabé parce qu'il n'est pas un ange, il s'agit d'établir le compromis. Qu'est-ce qu'Ayoub Tabé veut de 1 à 100? Qu'est-ce que nous voulons de 1 à 100? On va donc essayer de se retrouver au niveau du 50e parallèle. Voilà comment on résout les crises. C'est simple. C'est-à-dire, j'ai 100 bics, 100 stylos, tu as 100 crayons, 50 stylos, tu prends 50 crayons et chacun a 50 stylos et 50 crayons. Comme ça, personne n'est lésé, personne n'est désavantagé. Et on arrête de tabasser les gens parce qu'ils ont revendiqué un seul crayon. Sinon, les crises vont se répertorier à nouveau sur le territoire camerounais. Ils vont même se répertorier sur l'intégralité du territoire. Voilà donc l'enjeu de la libération de Sissoko Ayoub Tabé que Maurice Kamto demande quand il dit cesser le feu. C'est le premier point. Le deuxième point, l'ouverture d'un dialogue inclusif sur tous les sujets. C'est ce que nous avons dit, nous vous avons écrit pendant l'année 2020 quand Tanganji est allé à Africa 24 en disant non, on ne doit pas discuter de la forme de l'État, le Premier ministre Dion Ngoté, c'est-à-dire l'une des rares entités du gouvernement qu'on peut plus ou moins apprécier, avait dit quand il est arrivé que oui, que le régime est ouvert à tout, même la forme des temps peut en parler, mais il y a Tanganji qui est donc le véritable Premier ministre, est allé sur Ordo Dongongo, qui est donc le véritable président, sur Africa 24, dit wow, 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 attention, ben non, 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 nous, la forme de l'État, on ne va pas y discuter. Donc vous avez eu une crise politique avec des Camerounais. L'un des éléments de cette crise politique, c'est la forme de l'État. Vous refusez de discuter de la forme de l'État et vous prétendez vouloir résoudre le problème. Comment c'est possible? C'est impossible, vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que le problème n'est pas résolu, parce qu'on ne discute pas de la forme de l'État. On pense que la forme de l'État signifie que Paul Biya ne va plus prendre son tapis rouge, son avion et je ne sais pas trop quoi. Angela Merkel est à la tête d'une république fédérale en Allemagne, mais elle est toujours la femme la plus puissante du monde, parce que quand vous êtes à la tête de la République fédérale, vous avez la police fédérale à vos ordres, vous avez les armées à vos ordres, vous avez le budget fédéral sous votre tutelle, vous avez justement entre tout l'appareil d'État et même les États fédérés. Il y a ce qu'on appelle l'union, il y a les États et la fédération, et maintenant il y a l'État central. Donc certaines décisions des États fédérés ne sont pas autonomes, ils sont juste autonomes dans une certaine mesure. Comme en Allemagne, ils disposent d'une police locale qu'on appelle la Landespolizei, ils disposent d'un parlement local qu'on appelle le Landtag, ils disposent voilà, de quelques éléments régionaux qu'ils peuvent organiser de manière indépendante. Mais après, il y a ce qu'on appelle le Bund, c'est-à-dire l'État central. Et là, dans le Bund, vous avez la Bundespolizei, la police fédérale, vous avez le Bundestag, le Parlement fédéral, vous avez le Bundeskanzleramt, la chancellerie fédérale, vous avez même la Bundesliga, c'est-à-dire la Ligue fédérale, le championnat allemand, si vous voulez, parce que Bund, ça veut dire l'État central. Donc vous restez quand même à la tête de beaucoup de choses, vous restez à la tête de la structure de la structure supra-étatique, mais vous laissez quand même une certaine autonomie, voilà, une certaine organisation aux entités diverses. Mais
il ne s'agit pas forcément de créer un État sur la base anglophone, francophone, non. Le Cameroun peut obéir à une autre forme de l'État où on dit, dans le nord, il y a du soleil, on va mettre là-bas un énorme centre de panneaux solaires, un peu comme le font les Chinois, qui est actuellement le numéro un mondial dans le secteur, ou les Allemands, qui sont les numéros un en Europe dans la production des panneaux solaires. Or, ils n'ont même pas le soleil. Vous pouvez créer vos États sur les bases économiques, sur les bases industrielles, sur des bases paradigmatiques, sur des bases de projection future, pas forcément sur des bases ethniques, tribales, machin, parce que les Anglais sont venus m'apprendre l'anglais et donc je suis devenu anglophone, j'ai cessé d'être africain. Ce n'est pas que ça. Et c'est parce que les solutions, les questions du pays ne sont pas réellement mises sur la table que nous faisons des petits raccourcis idiots que Maurice Kamp appelle donc le leur. Voilà donc, pour cela, il faut un nouveau dialogue qu'il demande en deuxième position sur tous ces sujets, y compris la force de l'État, et ne pas écouter les rats comme Atangadji, parce que c'est l'une des entités les plus stupides que j'ai jamais vues dans une république, et il est l'une des raisons pour laquelle la gangrène, l'abcès que nous avons au Cameroun est en train de se transformer en gangrène, parce que c'est des gens, c'est des animaux qui ont pensé que la violence, la brutalité et la menace pouvaient résoudre les problèmes. Il y a un événement, je menace, j'intimide, je brutalise, et je pense que je vais résoudre le problème avec ça. Ça n'existe pas, c'est impossible. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de résolution. Donc, voilà la réforme de l'État et l'ouverture d'un dialogue. Maurice Kamto dit, entre autres, qu'il comprend la souffrance et les sacrifices de nos soldats. Parce que vous dites que nous avons donc choisi un camp, nous sommes pour les terroristes et nous sommes contre les soldats. Non, il dit que bien au contraire, c'est la conséquence de la faute grave du gouvernement, même sur le cas Boko Haram, parce que le gouvernement a totalement enclavé la zone anglophone. Il y a quelques jours, donc, puisque j'ai établi le parallèle entre ce que nous vous avons dit en prenant exemple sur moi, souvenez-vous, il y a quelques jours, lorsque je parlais de l'analphabétisme politique, je disais que sur la question des cartes d'identité, par exemple, la région de l'extrême nord est la région la moins pourvue en matériel d'identification. Il y a environ 330 000 enfants dans la région du septentrion, dont de l'extrême nord, qui n'ont pas de carte d'identité, et maintenant ils sont suivis par le nord-ouest et le sud-ouest. Lors de l'année 2020, lors de l'année 2019, il y a eu 40 000 élèves du primaire qui n'ont pas pu établir de certificat, en tout cas remplir les dossiers pour les certificats parce qu'ils étaient incapables de présenter un extrait d'acte de naissance. Et là, on parle des actes de naissance, mais pour les cartes d'identité, ça ne concerne plus les enfants. Comme bien d'entre ceux qui me suivent actuellement et qui sont au Cameroun n'ont pas eu leur carte d'identité depuis 2, 3, 4 ans. Les récépissés ont été renouvelés à l'infini. Donc, quand vous allez aux extrêmes nord dans ces régions-là, la situation est encore pire. Outre le fait que l'approvisionnement en eau, en électricité, en infrastructures sociales, sanitaires et tout est totalement absent, vous aboutissez à un fort enclavement qui transforme dans ces gens en proie facile de recrutement par Boko Haram. Parce que c'est simple, lorsque vous allez trouver un peuple démuni, c'est un peu comme un petit enfant. En fait, comment les pédophiles fonctionnent? Les pédophiles, en général, lorsqu'ils arrivent dans une région, ils trouvent des enfants qui manquent d'à peu près tout et ils leur proposent un bonbon. Et voilà. C'est ce que, lorsqu'il y avait l'affaire des viols en Centrafrique, c'est ce que Jean-Pierre Chevènement, un politicien français, disait carrément de manière cynique en disant au Gabon que les militaires français, quand ils se retrouvent devant des populations démunies, ça favorise ce genre de comportement. Donc, lorsque vous avez des enfants qui manquent de tout, vous leur proposez un biscuit, un bonbon, et voilà, ils font ce que vous voulez. L'armée dont meurt au septentrion parce que Boko Haram a la facilité de recruter des populations qui manquent d'à peu près tout. Donc quand on dit on doit développer le Cameroun, ce n'est pas pour le MRC, c'est pour ces mêmes militaires-là qui torturent les gens au CED avec les gendarmes et les policiers. C'est pour que des gens ne se fassent plus massacrer bêtement à cause d'une milice terroriste qui a trouvé en ces enfants du septentrion un terreau fertile pour grossir ses rangs. Ça s'appelle la réaction en chaîne. Gouverner, c'est prévoir. Et Paul Biya est incapable de prévoir, d'où les problèmes, d'où toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Donc c'est voilà, voici ce que nous avons, enfin voilà comment Maurice Kamto a compris le problème et voilà comment il fallait comprendre le problème. Maintenant, dans la suite de son discours, Maurice Kamto parle du Covid-19 où il dit que voilà, on a eu une fougue initiale et après le reste c'était des gesticulations. Je vous passe la partie où on a constaté avec Manaouda Malachi qu'au Cameroun, on pouvait y avoir plus de guéris de Covid-19 que de malades.
Je crois que le Cameroun est le pays des records. Là encore, on a battu un record supplémentaire. Maurice Kamto précise que l'avenir immédiat n'est pas sûr vu qu'il y ait des variantes de Covid actuellement. Bon, beaucoup de Camerounais vous disent que oui, Paul Biya a vaincu le Covid. Il y en a même qui ont créé un article de l'OMS pour dire que Paul Biya a été salué par l'OMS. Bon, on a envie de leur dire quelle a donc été la méthode de Paul Biya pour chasser le Covid. Il n'y a rien du tout. C'est la jeune population africaine, regardez partout en Afrique. La moyenne d'âge au Cameroun, elle est d'environ 17 ans. C'est un peu pareil dans tous les pays d'Afrique noire. Et dans tous les pays d'Afrique noire, vous avez 1000 milliards de fois moins de cas que dans les pays européens. La plupart des morts en Europe, en France par exemple, c'est dans ce qu'ils appellent les EHPAD, les établissements pour personnes âgées défavorisées. Et en Allemagne, c'est encore pareil. Le journal, le célèbre journal allemand, le Bild Zeitung, a annoncé que d'ici 2050, la moitié de la population allemande aura plus de 60 ans. Or, au Cameroun, 60 ans, c'est l'espérance de vie, j'exagère même, elle est d'à peu près 56 ans. Vous allez trouver peu de Camerounais qui ont 60 ans parce que les Camerounais meurent avant les 60 ans vu qu'il n'y a pas de système solide pour justement permettre aux populations de vivre longtemps. Donc la moyenne d'âge est très jeune et la jeunesse est pleine de fougue, pleine d'anticorps, pleine de santé. Ce qui fait que le Covid a beaucoup de mal avec la jeune population africaine. Nous n'aurions eu aucune chance de nous en sortir si la férocité du virus avait été la même en Afrique comme ici. Si l'Allemagne, qui a 15 000 lits de réanimation, se retrouve saturée, comment aurait fait le Cameroun pour trouver 15 000 lits de réanimation? Il n'y en a même pas 50, j'ai dit 50 sur toute l'étendue du pays. Encore, je suis gentil, il n'y en a même pas 30. Je sais pas, il n'y a pas 30 cardiologues. Enfin, c'est incroyable. Et voilà des gens qui vous disent que non, Paul Biya a vaincu le Covid. Ben, pas du tout. On a eu une chance inouïe. L'Afrique a eu la chance du siècle. Parce que l'hécatombe en Europe, si elle était venue en Afrique, comme vous êtes très croyant, très religieux, vous auriez accusé les démons, le Seigneur, la grand-mère du village et que sais-je encore. Vous n'auriez plus dit que Paul Biya, voilà, voilà. Et Paul Biya a tellement vaincu le Covid que lui-même, il avait un masque aux funérailles de sa sœur. Bon, si on a vaincu le Covid, normalement, je vois pas l'intérêt. Hein. Donc, celui-là même dont vous dites qu'il a vaincu le Covid vous montre que, bah non, il a peur de ce Covid-là. Alors, comment l'a-t-il vaincu? Quel est le remède créé par le Cameroun que le Cameroun a réussi à exporter à l'étranger? Quel est le vaccin créé par le Cameroun que le Cameroun a donc pu exporter à l'étranger et soigner les Européens? Est-ce que même sur le plan économique, le Cameroun a profité du fait que l'Europe est au point mort pour dépasser l'Europe? La Chine, elle l'a fait. La Chine, elle se porte très bien économiquement. Elle a profité de cette crise. Elle a résolu le Covid là-bas avant les autres. Et maintenant, elle cogne fort sur le terrain économique. Quelle a été la plus-value du Cameroun? Le bilan du Cameroun en 2020 est pire qu'en 2019. Or, il n'y a pas eu le Covid. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne restent bien plus développés que le Cameroun. Or, ils ont connu le Covid et le Cameroun non. Donc, que les biaïstes arrêtent l'enfumage parce que la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est le dessin réel des faits et non l'abrutissement d'une population naïve à des fins de conservation du pouvoir. Donc, j'espère, avec notre président Maurice Kamto, je croise les doigts, que la nouvelle variante du Covid, hyper contagieuse, ne va pas se répercuter sur le terrain africain. D'ailleurs, c'est intriguant, vu que les frontières sont ouvertes, nous avons dit 1000 fois, mais pourquoi vous ouvrez les frontières alors qu'en mars, vous avez accusé justement les Camerounais de la diaspora d'être venus contaminer les Camerounais du pays? La solution donc maintenant aurait été de fermer les frontières pour qu'il n'y ait pas de contagion. Mais vous les laissez ouvertes parce que vous avez besoin d'argent, de petits, l'argent que la diaspora a travaillé, le grand frère qui va glisser quelques sous. Là, tout va bien, mais si les choses tournent mal, vous dites, ah, la diaspora est venue nous apporter le Covid, oh, un peu de sérieux. Donc faisons attention, en tout cas nous sommes prévoyants, on n'accusera pas la MRC cette fois-là. La MRC a mis à l'ordre du jour la possibilité que quelque chose de fâcheux se passe. Actuellement, vous dites, ça ne va jamais y arriver, mais quand ça va arriver, vous allez accuser ceux qui vous ont prévenu que ça pourrait y arriver d'être la cause du fait que ce soit arrivé. Enfin bref. Donc, Maurice Kamto dit une belle phrase par la suite que l'initiative, en tout cas le Covid-19 nous a permis de voir ce qu'on peut faire quand on se range derrière un leader légitime et crédible. Et c'est à ce moment-là qu'il parle de l'initiative Survie Cameroun qui a causé beaucoup de jalousie, qui a causé beaucoup d'insultes. Donc les Camerounais, on a éduqué les Camerounais à insulter ceux qui viennent les aider par haine. C'est ça la haine dans son expression la plus pure, la plus sauvage, la plus barbare, la plus primitive. Parce que c'est toi qui viens me sauver, je ne veux pas. C'est-à-dire, je préfère mourir que de voir que mon l'aide qui peut me sortir de quelque chose vient de toi. Donc les Camerounais ont souhaité qu'il n'y ait pas. Les Camerounais ont félicité Atanganji de faire tout pour interdire l'initiative Covid.
on a poussé la sauvagerie jusqu'à empêcher un Camerounais de soigner les Camerounais avec la contribution des Camerounais. C'est devenu un problème politique, oui, c'est une association, c'est un parti, il faut déclarer XY. En fait, on a créé, on a ressorti des articles dont Atanganji lui-même ignorait l'existence parce que son cabinet de pervers politiques s'est activé et a trouvé dans les vieilles lois du Cameroun qu'ils sont incapables de respecter les morceaux de texte qui allaient légitimer l'interdiction d'une initiative qui avait pourtant pour vocation de sauver les Camerounais. Mais en tout cas, on a vu l'énorme mobilisation. Personne ne pourra. Paul Biya a demandé de cotiser. Vous n'avez pas à cotiser. Maurice comme toi a demandé de cotiser. On a dépassé le million d'euros. La mobilisation était totale. Elle était impressionnante. C'est pour ça que par la suite de son discours, il remercie Christian Penda et Coca qui a justement fait preuve d'une rigueur dans la gestion, mais totalement absolue. Les buts de l'initiative Survey Cameroun Survival Initiative ont été largement atteints, dit Maurice Kamto, et il dit voilà, c'était une opération humanitaire d'urgence et non une opération sur le long terme. C'est donc pour ça que ce 31 décembre, les activités de Survey Cameroun prennent fin. Maintenant, sur la question de l'audit, ce que j'appelle les Wamakouliens, parce qu'ils ont une attitude théâtrale, ils se sont activés à vous dire que non, l'audit demandé par la MRC n'est pas du tout indépendant parce que il est impossible de créer, il est impossible de lancer un audit et de choisir soi-même les gens qui sont en train de superviser cet audit-là. Bon, c'est ce qu'ils nous disent, mais pourtant, ce sont les mêmes qui nous ont parlé de grand dialogue national, alors que c'était Paul Biya qui choisissait les acteurs, le menu, le jour, même les habillements, les dîners libres, bref, tout, tout. Là, subitement, ce n'est plus cohérent. Vous voyez bien que Maurice comme tu avais demandé qu'avant la fin du mois de décembre, l'audit soit réalisé. Mais vous voyez bien qu'il y a eu du retard. Et pour qu'il y ait eu du retard, il le dit dans son discours, c'est parce qu'il a fallu trouver des gens qui ont la compétence, le mérite, l'impartialité requise pour mener à bien cette échéance. Et c'est pour ça qu'elle a encore, c'est pour ça qu'elle a traîné. Donc, d'ici une dizaine de jours, l'audit sera réalisé au 15 janvier, ce sera déjà terminé. Donc, à la mi-janvier, l'audit aura été déjà réalisé. Bon, pardonnez-nous d'avoir pris un peu plus de temps, mais c'était nécessaire pour trouver de véritables entités crédibles. On n'a pas fait comme Paul Biya qui va créer aujourd'hui la Socamine, et demain, il y a déjà le cousin du frère de l'oncle de sa tante à l'intérieur de la Socamine, et demain, vous entendez que des milliards ont été décaissés. Aujourd'hui, vous entendez, voilà, Nganou Messi est appelé à la barre pour détournement. Mais tant que Nganou Messi ne menace pas le pouvoir directement, il va rester à ses fonctions. Comme Famin Dongo, comme Ferdinand Gombo. En tout cas, tous ces brigands-là qui ont même été promus ministres d'État après y avoir saccagé la fortune publique et sinistré les infrastructures. Mais si vous appelez Mebango, si vous appelez, en tout cas, si vous essayez, mais réellement, de menacer le pouvoir du gang de Malfrat de Yaoundé, même si vous êtes vous-même parti de ce gang, attendez-vous à ce que, quand on découvre que vous avez détourné, là, on mène jusqu'à terme la procédure. Parfois même, on vous crée une procédure de détournement, parce que c'est un régime de chasse aux sorcières. Il n'y a qu'à voir les fake news et toutes les rumeurs qu'ils ont créées sur notre dos ces derniers mois pour justement nous discréditer auprès de l'opinion publique. Bon, ça n'a pas marché, mais j'apprécie quand même l'abnégation, la force qu'ils se sont donnée. Ça montre à quel point nous sommes efficaces. Mais en tout cas, l'audit sera réalisé. Maurice Kamto ensuite déplore la situation économique du Cameroun. 24 000 licenciés, déjà il n'y a pas beaucoup de travail, mais il y a encore 24 000 qui ont été licenciés, 24 000 fonctionnaires, 54 000 qui sont en chômage technique parce que l'activité est en pause, on ne sait pas si elle pourra reprendre et tout, parce que ça ne va pas. Et le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui n'est pas créé par la MRC, établit à 3 000 milliards, c'est-à-dire à peu près la moitié du budget de l'État ou à peu près les dépenses prévues pour l'année 2021 par l'État du Cameroun, les recettes, pardon, par l'État du Cameroun, c'est le manque à gagner en tout cas pour justement l'année écoulée. Ce qui a coûté donc pour les entreprises et ce qui a coûté à l'État donc 500 milliards de rentrées fiscales. Parce que si les entreprises n'ont pas pu mener leurs activités et acquérir les 3 000 milliards, leur fiscalité cumulée qui aurait équivalu à 500 milliards, voilà un manque à gagner de 500 milliards que l'État, justement, aussi est en train de réaliser. À cela s'ajoute aussi le déficit pétrolier. Je me souviens, déjà au premier semestre 2020, ça vient du ministère des Finances camerounais lui-même qui disait qu'à cause du Covid-19, puisque vous dites que le Cameroun
n'a pas de problème de Covid et a résolu le Covid. Il n'y a pas que le problème sanitaire, il y a la transposition aux autres secteurs, l'économie et consorts. À cause du Covid-19, le Cameroun s'est retrouvé déjà au premier semestre 2020 avec un manque à gagner de 79 milliards de dollars, ce qui fait que, de francs CFA, pardon, ce qui fait que le chiffre d'affaires, les revenus ont chuté de 28%. Les Européens qui dépendent donc énormément, qui dépendent entre autres de la commercialisation de notre pétrole brut et le Cameroun qui dépend énormément de l'exportation des matières premières, s'est retrouvé à court de clients parce qu'il y avait confinement en Europe dont les voitures ne roulaient pas, les avions ne roulaient pas, ne volaient pas, donc pas de carburant, pas de kérosène, donc voilà, pas de clients. Donc vous avez votre carburant à la maison, le prix du baril est parti de 60-65 dollars qu'il pouvait coûter à environ la moitié, 35 dollars, 20 dollars même parfois, ce qui fait que voilà, il y a une chute énorme des cours du pétrole et les États exportateurs comme le Cameroun sont retrouvés dans un déficit colossal. Donc ça s'ajoute à ce manque d'activité là dans les autres secteurs de l'économie de manière générale. En tout cas, le Cameroun ne s'est pas bien porté économiquement en 2020. Et voilà, la situation n'a pas été arrangée par justement le fait que le pays n'est pas très attractif sur les investisseurs. Je n'ai pas à revenir dessus, je l'ai évoqué en levée de rideau quand je disais que la police, troisième position, la justice, septième position, les finances, première position, en fait, les secteurs les plus corrompus. Ce qui fait donc que les investisseurs ne sont pas trop attirés par un climat comme celui-là où rien n'est sérieux, où tout est, tout est biaisé, binaire, bipolaire, ou rien. Tout est ambigu en fait au Cameroun. On ne sait pas à quel sens se vouer. Maurice Kamto prend dans son discours en termes de référence, comme par hasard, c'est un pied de nez à Tanganji, Transparency International, dans son indice de perception de la corruption. Puisqu'il faut croire en Transparency International, c'est eux qui nous ont apporté les 7 bandits internationaux qui ont légitimé l'élection de Paul Biya. Puisqu'il faut croire en eux, croyons donc aussi au fait qu'ils disent que le Cameroun en matière de corruption caracole plutôt dans les premières places mondiales et que sur son indice de perception de la corruption, le Cameroun n'est pas recommandable par les investisseurs étrangers. Donc voilà. Ensuite, il y a un élément que je vous avais déjà aussi évoqué dans l'un de mes articles, la position même du Cameroun sur le plan de la production scientifique. Ce n'est pas parce qu'on a un intellectuel qui étudie à la Sorbonne qui va venir vous parler le français avec des termes compliqués que vous allez dire qu'il est intelligent. Non. Quelle est la production scientifique des universités camerounaises? Quelle est l'innovation qu'elle apporte et quelle est la part du Cameroun dans le financement de la recherche, de la connaissance, des progrès, de la science, de la technique, de l'industrie? C'est où? Qu'est-ce qui va donc placer le Cameroun sur le ranking des 100 meilleures universités africaines? Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas. Nous sommes, si vous voulez, trouver le Cameroun, commencez par le numéro 100, allez 139, 100, voilà, allez à partir de 139, 140. Là, vous allez trouver une université camerounaise. Et encore, vous allez trouver une faculté dans une université camerounaise. Mais l'université presque dans sa globalité, vous aurez du mal à les trouver dans le top 120, 130 des universités africaines. Maintenant, si vous allez dans le monde, c'est dans le top 3000. Il vaut mieux ne pas s'aventurer dans ce type de jeux qui vont nous mettre mal à l'aise. Donc voilà, on aurait pu profiter donc pour financer la recherche, le vaccin anti-Covid, bref, faire beaucoup de choses. Mais bon, maintenant, Oda Malachi nous disait que il y a eu 54 guéris pour 53 malades, ce genre de choses. Donc c'est une curiosité camerounaise qui n'existe qu'au Cameroun et qui fait donc que nous ne pouvons pas espérer mieux dans le ranking mondial. Ce que Maurice Kamto fait dans son discours là, c'est une sorte de portrait. Il dresse un peu le Cameroun comme il se présente. Et voilà. Il déplore le fait que, par exemple, les entrepreneurs locaux ne bénéficient pas de la confiance de l'État. Ces derniers jours, je me suis attelé à écrire certains articles sur le franc CFA, et là, je vous ouvre une petite parenthèse dessus, ça va pas être dur à comprendre, mais il y a une clause dans le franc CFA qu'on appelle le ratio crédit-PIB. Ça veut dire que les banques commerciales n'ont pas la possibilité de vous emprunter de l'argent à hauteur de plus de 25% de votre PIB. Donc, supposons que le PIB du Cameroun était de 100 milliards de francs CFA, les banques commerciales n'ont pas l'autorisation d'emprunter du crédit à tous les investisseurs locaux à hauteur de plus de 25 milliards de francs CFA. Or, tous les pays du monde sont endettés. Les États-Unis sont endettés, il y a plus de 3 fois leur PIB. Les Chinois sont endettés, il y a plus
plus de 3 fois leur PIB. Les Français, la dette égale à 100% du PIB, c'est 2200 milliards d'euros. Les Allemands, c'est plus ou moins pareil. En fait, tout le monde s'est endetté et encore dans la crise de Covid-19, l'endettement a été encore plus grand. La dette des ménages, la dette des entreprises, on a subventionné le soutien à l'activité de manière exponentielle. Nous, on n'a même pas eu le Covid, on aurait pu profiter pour subventionner davantage, mais non. La France, qui a besoin justement de maintenir sa parité fixe, ordonne au Cameroun de ne pas déverser des francs CFA en circulation pour éviter l'inflation et donc la dévaluation, parce qu'il y aura beaucoup trop d'argent pour la quantité de richesse produite. En gros, on ne vous fait pas confiance, on ne croit pas que vous allez produire la richesse et donc les investissements sont très contrôlés. Le but des banques centrales, le but des économies au Cameroun, ce n'est pas de stimuler la croissance, c'est de contenir l'inflation, c'est de tourner en rond, si vous voulez. Chaque année, on va juste exporter le pétrole et espérer qu'il n'y a pas le Covid qui va faire que les cas vont augmenter et qu'on va se retrouver en difficulté. Sinon, il n'y a aucune idée économique véritable derrière sur lesquelles on peut miser. C'est pour ça que les grandes réalisations de Biya, dit Maurice Kamto, sont en fait le fruit d'une émergence fantasmée. Il dit à l'heure du bilan, il faut enfin, on ne peut que se contenter du néant, c'est-à-dire force est de constater que le bilan, c'est le néant, ce sont les mots utilisés dans le discours. Nous avons une surévaluation des chantiers, nous avons voilà, le fait qu'en Afrique, dans nos pays en tout cas, les chantiers valent 3 fois plus ce qu'ils valent dans d'autres pays. Vous avez le kilomètre d'autoroute donc qui est à 6 à 7 milliards, c'est bien au-delà de la moyenne mondiale qui est à 2 milliards. Parce que Ngannou Messi et sa bande avaient besoin de voler un peu et que voilà, ils doivent se payer des petits séjours en famille avec la concubine, avec l'ami, avec le frère, avec le boy, ils doivent se construire des villas de 27 chambres. Donc c'est un peu ça, nous sommes là-dedans. Et nous avons l'abandon de projets, bon certains projets ne sont pas arrivés à terme, on peut citer le barrage de Mainveleux, on dit 211 mégawatts qu'il va produire. Bah aujourd'hui, on vous dit il ne produit même pas 80 mégawatts. Bon, passons. Maurice Kamto, lui, dans son discours, il part du barrage de Bini Warak qui est en pause depuis 2018 parce que nous devons 4 milliards aux investisseurs chinois. Voilà des gens qui ont volé 4000 milliards pour la canne et qui sont incapables de rembourser aux Chinois les 4 milliards qu'ils leur doivent. Donc c'est assez grave, c'est voilà, c'est le Cameroun actuel qui fait donc que bah, nous ne pouvons pas vraiment, enfin, il n'y a rien à espérer de ce régime. C'est ça qui a conduit à ce que le bilan devienne justement le néant, parce il y a rien à attendre. Le régime nous a fait un pied de nez en nous créant une année 2020 encore plus stupéfiante dans le mauvais sens que l'année d'avant. L'autoroute Yaoundé-Douala, où les 11 kilomètres, selon Maurice Kamto, qui ont été initiés en 2014, ne sont toujours pas réalisés. Et on nous dit l'achèvement est en 2024. Donc voilà des gens qui n'arrivent pas à réaliser une autoroute de 11 kilomètres en 20 ans. 2024, c'est dans 3 ans, donc ça fera, puisqu'il y aura de toute façon du retard, on va peut-être dire 2025, 2026, ça va faire donc une vingtaine d'années que nous aurons pris à réaliser une autoroute de 11 km. 11 km, après y avoir vendu le kilomètre bien plus cher que le reste. C'est une curiosité uniquement camerounaise, en effet. Donc, la corruption et le clientélisme ont fait que le programme des Nations Unies pour le développement a établi un rapport sur l'IDH, dont l'indice de développement humain qui contient l'éducation, la santé, l'approvisionnement en ressources élémentaires selon la pyramide de Maslow, qui recense les besoins de l'être humain. Le rapport du PNUD, justement, a établi le ratio de pauvreté de la population camerounaise à environ 64% de la population. C'est ce que je disais au début, où l'écrasante majorité de la population, justement, vit dans des conditions, mais totalement, en fait, le choc, la différence. Quand nous allons, c'est vrai que quand vous allez à Paris ou dans les villes européennes, vous voyez des quartiers délabrés avec parfois même des Africains qui vivent dans des conditions assez sinistres où vous vous dites que bah, le pays c'était peut-être mieux. Mais si nous comparons les conditions délabrées du pays avec les conditions délabrées d'ici, en fait, ici même dans des conditions délabrées, vous pouvez dormir sous un pont, le pont est éclairé. Et vous n'allez pas vous faire agresser la nuit forcément, vous allez prendre le métro toute la journée comme vous voulez, vous pourrez y entrer dans des magasins de luxe, vous pourrez prendre l'escalator. Parce que là-bas, chez nous, même pour les plus nantis, je sais pas, l'escalator restait un luxe.
les gens en ont peur parce qu'il n'y en a pas beaucoup au pays. Donc il y a quand même une différence dans la réalisation de l'infrastructure et dans la perception de l'urbanisme, dans la perception du développement. Vous pouvez même aller dans des secteurs d'approvisionnement, les restos du cœur, la charité, en Allemagne par exemple. Bref, il y a des structures qui vous permettent de ne pas mourir de faim. Mais là, au pays, 64% de la population dans une pauvreté chronique tant et si bien que nous de la diaspora, malgré les souffrances que nous connaissons déjà nous-mêmes, nos familles vont nous consulter d'une façon ou d'une autre et nous dire actuellement là, je compte sur toi, est-ce que tu ne pourrais pas nous envoyer, est-ce que voilà, c'est la réalité camerounaise. Vous ne voyez pas beaucoup de gens de la diaspora vous demander un soutien financier ici, même s'il y en a. Et vous voyez beaucoup plus, c'est-à-dire à 90%, je suis même gentil avec les chiffres, le Cameroun qui demande la contribution financière de la diaspora. Donc, voilà, Maurice Kamto dit que la disponibilité de l'électricité est compliquée, même dans les régions les plus connectées, enfin même dans les régions connectées au réseau électrique. Vous voyez les fils passer, mais vous voyez pas l'électricité. Et il dit pourtant les solutions existent. Maurice Kamto marque une note d'espoir en disant un Cameroun libéré de la pauvreté reste possible, un Cameroun rayonnant sur les chemins de la croissance demeure possible. C'est-à-dire, tout n'est pas perdu. Ce qu'il est en train de dire, et ce qu'il ajoute dans la suite de son discours, c'est que ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas avec ce régime. Le régime est incapable de donner un cap qui vaille. Et encore, enfin un cap qui vaille, ou de donner un espoir à notre jeunesse. C'est pour ça que vous avez vu dans la vidéo du camion qui est tombé, vous voyez une femme qui boit et qui dit merci chauffeur. Parce que on ne lui a pas donné de cap, il n'y a pas d'avenir en fait. Elle se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis obligé de boire, je suis obligé de vivre ma vie. Je me projette dans quoi? Quel avenir? Quel projet? Enfin, quel demain? Non, il n'y a pas de demain. On ne nous a pas dit réellement là où on est en train d'aller. Non, il n'y a rien. Paul Biya, chaque année, il vient, il prononce des phrases bizarres. Il nous roule, on applaudit. Ah, il est toujours shoga, il a 800 ans, mais il est shoga. Voilà, après on attend le 11 février, le 20 mai et le 31 décembre de l'année suivante. Il n'y a pas de cap, il n'y a rien. Et c'est pour ça que le Cameroun tourne en rond. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de remise en question de l'échec des projets réalisés jusqu'ici. Et donc la jeunesse se retrouve sans cap et décide elle-même de son propre cap. Et donc du coup le cap c'est la bière, la navigation à vue, le quotidien, je vis au jour le jour, je travaille, je fais un petit job à 6 heures qui va me permettre de manger à midi. Et de midi à 20 heures, bon je vais voir ce que je peux trouver, qui peut encore me trouver à manger. Bon je peux aussi voler, c'est ça en tout cas. Il n'y a pas de saut métier. Bon, si par chance un camion fait un accident, avant même de chercher à savoir si le chauffeur a survécu, je vais me ruer sur les casiers de bière, vu que même les policiers vont discuter ces casiers de bière là et essayer de les embarquer avec eux. Donc voilà, il n'y a pas de cap, il n'y a rien, et donc la population est livrée à elle-même. Voilà. Maintenant, Maurice Kamto va revenir sur la dernière partie de son discours sur l'ensauvagement de l'appareil d'État. Il dit que nous allons vers un totalitarisme terrible parce que on n'avait jamais vu. Il dit on massacre mais on interdit de se plaindre. C'est-à-dire vous manifestez contre la GABJ, c'est-à-dire les fonds de la canne. On vous maltraite, vous manifestez contre justement la réforme politique, on vous maltraite. En fait, vous êtes avec un régime autoritaire, mais lorsque vous voulez vous plaindre de cet autoritarisme, vous êtes maltraité. C'est comme un parent qui tabasse son enfant pour rien. L'enfant se met à pleurer, on dit ferme ta bouche, ne pleure pas. Ben, comment ça, je ne pleure pas? Mon corps ressent la douleur, c'est une expression naturelle. La canne n'a pas eu lieu. Je veux un audit sur la canne. Les mêmes ont demandé l'audit sur Cameroun Survival, qui n'ont même pas contribué. Or, la canne, c'était l'argent de tous les Camerounais. C'était l'argent alloué par les instances africaines au Cameroun pour faire la canne pour les Camerounais, dont chaque Camerounais a la légitimité de demander ce qui s'est passé avec les fonds de la canne. Mais vous allez manifester, rien ne se passe. La marche du 22 avait un objectif pédagogique, c'est-à-dire édifier justement les Camerounais sur les questionnements, un peu comme on le voit partout. Regardez la France avec les Gilets jaunes, regardez la France avec la réforme des retraites, regardez les Allemands avec le Covid-19, regardez en tout cas le pays de manière générale, les pays démocratiques qui trouvent, lorsqu'ils trouvent que quelque chose n'est pas bien, ils trouvent le temps, le moyen de s'organiser pour manifester et faire entendre leur voix, puisqu'on est en demos kratos. C'est le peuple qui gouverne, le pouvoir du peuple. Vous pouvez pas être en demos kratos et empêcher le démos de s'exprimer, sinon c'est le despotisme, et c'est ce que Maurice Kamto évoque. On est dans le despotisme. Il y a encore plus de 130 personnes, 135 qui croupissent dans les géoles du pays, dit le président, parmi lesquels, en tout cas, beaucoup sont incarcérés sur des chefs d'accusation qui n'ont pas le moindre sens.
certains, en tout cas ce qui m'a le plus interpellé dans le discours de Maurice Kamto, c'est le chef d'accusation défaut de carte nationale d'identité. Je viens de parler tout à l'heure des gens qui se sont fait renouveler leur récépissé 5000 fois, qui parfois payent le gendarme, parfois on confisque leur récépissé, on ne va pas leur donner, il revient demain, il revient demain, on donne 1000 francs du bon, on ne te donne pas, revient demain, il n'est pas là, mais donne 1000 francs quand même, il revient le surlendemain, donne 2000, et après on l'arrête parce qu'il n'a pas de carte d'identité. Le policier lui-même qui t'arrête n'a pas de carte d'identité, mais il t'arrête parce que tu n'as pas de carte d'identité. Dans les diasporas, pour ceux qui peuvent encore aller au pays, le passeport est une denrée, bon, il y a certains qui, je ne sais pas, par quelques acrobaties, réussissent à avoir leur passeport et subitement pour eux tout va bien. Mais pour la majorité des Camerounais, le passeport parfois c'est 8 mois, 1 an, 2 ans. Tu te demandes, ton visa expire, tu n'as pas de passeport, tu te demandes que mais c'est quoi la suite? Mais on t'arrête quand même pour défaut de carte d'identité parce qu'on est au Cameroun. Donc, certains sont arrêtés pour cela, d'autres arrêtés pour des marches auxquelles ils n'ont même pas pris part. D'autres arrêtés sur des circonstances, mais totalement, voilà. Le président du MRC ne va donc pas manquer d'adresser un hommage, entre autres, à M. Alain Fogueté-Dom, qui est son trésorier, à M. Pascal Zamboué, le secrétaire général chargé de l'inspection du développement, Mme Assomo, Mme Pilon, qui a été humiliée, mais totalement humiliée par, qui a même été, qui a failli subir une agression sexuelle en prison par justement des policiers isolés et totalement sauvages, qui a connu les pires traumatismes mentaux, un peu comme Stéphanie Njomo, parce qu'un régime ne comprend plus ce qu'est la République. Un régime est dans la logique du loup-garou. Je mords, je torture, je fais du mal à outrance, je ne cherche même plus, je ne réfléchis même plus. Il s'agit de protéger le village, de protéger le clan, de protéger la tribu, l'ennemi, la famille, de protéger l'argent, le petit truc que j'ai, même si le Cameroun tout entier doit crouler. Il s'agit de dire aux gens qu'est-ce que tu fais chez les Bamileke. Il s'agit de mettre le doigt dans les yeux des gens. Il s'agit de faire saigner les gens par le rectum. Il s'agit de tabasser des femmes par le bas des pieds et l'entrecuisse. Il s'agit de montrer qu'on peut franchir toutes les étapes de barbarie sans qu'on ne soit inquiété. Il s'agit de montrer qu'on est pire que des animaux. Voilà le Cameroun actuel. Et Maurice Kamto dresse cela en disant l'histoire retiendra, l'histoire va retenir. Il a adressé sa solidarité à tous ces gens et il leur demande leur libération sans condition. Ceux qui disent qu'on a oublié Mamadou Mota, non, vous n'avez pas à être en prison pour soutenir celui qui est en prison. Si Maurice Kamto va en prison, Mamadou Mota sera le premier à lui dire que non, 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 non.